Bonsoir à tous et à toutes. Nous abordons maintenant la suite du volet sociologie. On va commencer avec les niveaux d'analyse. Les niveaux d'analyse en sociologie. En premier lieu, tu as la microsociologie. Ça, c'est l'étude sociologique au niveau, mettons, d'une classe, des habitants d'une rue, d'un parc. Ensuite, quand on monte plus haut, on tombe dans la mésosociologie. Ça fait référence à un quartier d'une ville, à une entreprise ou un cégep, etc. Puis finalement, le dernier niveau, qui est le plus haut, ça c'est la macrosociologie. Fait que ça, c'est des études qu'on porte sur une ville, une province, un pays, etc. Les comportements sociaux sont les comportements adoptés par l'ensemble d'une société. Nous pouvons prendre comme exemple la conduite d'une voiture, la pratique d'un sport, etc. Après ça, ensuite, t'as le changement social, puis ça effectue des conditions de changement qui favorisent l'action de facteurs de changement mis en œuvre des agents de changement. Fait que toute transformation observable dans le temps, qui affecte de façon permanente le fonctionnement de la société, puis modifie le cours de son histoire. Les agents de changement, c'est des individus, des groupes qui introduisent le changement, des appuis, qui favorisent ou opposent les actions arrivées, des buts, des intérêts, puis l'impact de l'évolution de la société. La famille du mouvement social, c'est un groupe structuré, identifiable officiellement, ayant pour but de défendre ou promouvoir un intérêt particulier. T'as aussi les groupes de pression. Ça s'agit d'une forme de mouvement social qui agit directement sur l'être. La notion de problème social, ça c'est une réalité socio-négative qui touche indirectement ou directement la majorité de la population. Mettons, le phénomène de la faillite, la criminalité, la pauvreté, l'isolement, etc. Il y a aussi une élite. Qu'est-ce qu'une élite? Une élite, c'est un individu ou un groupe d'individus qui, par le pouvoir qu'ils détiennent ou l'influence qui existe dans la société, contribuent au changement, soit par les décisions qu'ils prennent, ou encore par les idées ou les sentiments qu'ils expriment ou qu'ils symbolisent. T'as plusieurs familles d'élites. T'as des élites traditionnelles. Elles doivent autorité et influence, existent depuis très longtemps, se perpétuent avec la tradition. T'as l'élite technocratique, fait qu'elles doivent autorité et influence celles qu'elles sont élues. T'as les élites propriétaires, fait qu'elles doivent autorité et influence, ça leur vient de biens ou de capitaux. Puis t'as les élites charismatiques, fait qu'ils doivent autorité et influence de leur qualité personnelle considérée extraordinaire. Puis t'as finalement la famille idéologique, fait qu'elles doivent autorité et influence, puis parce qu'elle déteint une idéologie particulière. Le 1%, l'élite que je dénonce, elle se mélange dans ces familles-là. Mais t'as des familles d'élite qui peuvent aussi agir pour l'intérêt général. L'élite a souvent besoin des mouvements sociaux pour exister. Les mouvements sociaux, souvent, prennent leur cause grâce à l'élite. On voit qu'ils agissent sur le pouvoir puis l'influence. Dans un schéma, Gérard Ouimet inscrit qu'il faut des prérogatives hiérarchiques et des attributs personnels qui confèrent le pouvoir et qui se transforment en influence. Le pouvoir est la capacité de modifier dans le sens désiré l'attitude ou le comportement d'autrui. L'influence est la dite modification que le pouvoir a préalablement effectuée. Fait que ceux qui utilisent le pouvoir sont souvent les élites et ceux qui utilisent l'influence sont les mouvements sociaux. Ceux-ci sont issus des 5 grandes familles qu'on a parlé plus tôt. Pour les mouvements sociaux, c'est souvent les groupes de pression, environnementalistes, syndicaux, patronats, étudiants, etc. Le problème avec le pouvoir puis l'influence, c'est que la passation du pouvoir et de l'influence fait défaut. Puis actuellement, ce qui justifie notre régime que je qualifierais réactionnaire, qui nous tient, c'est que le pouvoir, autrement dit les élites, fait souvent la sourde oreille face à l'influence qui est souvent celle des mouvements sociaux. Étant donné que l'influence ne peut pas modifier l'attitude du pouvoir, fait qu'on tombe finalement dans notre barrière sociétale, économique puis politique. Fait qu'on peut pas abolir le pouvoir ou l'influence, parce qu'il ne peut y avoir de pouvoir sans influence, ni y avoir de l'influence sans pouvoir. Fait que c'est ça qui intervient dans ce temps-là, la manipulation. Les humains prennent une décision, bonne ou mauvaise, ils persisteront dans cette voie jusqu'à aller très au-delà de leurs désirs profonds ou de leurs aspirations intimes, simplement animés par la farouche volonté de ne surtout pas changer de camp. Fait ce qui est affirmé ici, c'est que cette règle s'applique aux techniques de la manipulation. Ayant fait une recherche elle-même, ce qu'il n'a guère que 2 façons efficaces d'obtenir de quelqu'un qu'il fasse ce qu'on voudrait le voir faire.
L'exercice du pouvoir de la manipulation. La manipulation, ça reste l'ultime recours dont disposent ceux qui sont dépourvus de pouvoir ou de moyens de pression. Elle renvoie à la caractéristique de la psychologie sociale du pied dans la porte, qui consiste à faire décider à l'autre à effectuer un geste X, puisqu'il faut au préalable lui faire exécuter le geste Y. Ça, c'est une technique de détournement d'attention, afin d'arriver à un but. La question est de savoir, est-ce moralement acceptable si le but est malsain ou bénéfique pour la collectivité? Il y a un psychanalyste français du nom de Jean-Paul Racamier qui est arrivé à un constat fâcheux à ce sujet. Aujourd'hui, nous recevons énormément de personnes qui manipulent constamment, soucieuses surtout de donner une fausse bonne image d'elles. Nous vivons dans une société où l'image, l'apparence, la réussite immédiate sont flattées. On valorise les critères tels que la séduction, la mégalomanie et l'utilisation du langage. Notre époque laisse prospérer ces personnes, leur talent manipulatoire faisant d'elles des personnes écoutées, des chefs séduisants, des dirigeants efficaces. Au niveau de la moralité de la manipulation, celle-ci peut devenir positive. Comment? Eh bien, si la manipulation a un effet positif sur le bien-être de la collectivité, autant le faire. T'sais. Si on suit la logique de la théorie utilitariste, revenons un peu à de la philosophie, de maximiser le bonheur et minimiser la souffrance du plus grand nombre. La manipulation reste donc moralement acceptable. Ce qui arrive au Québec, c'est dans plusieurs endroits, ou aussi dans plusieurs endroits à travers le monde, c'est que la population souffre de plus en plus, et elle est de moins en moins heureuse. Il y a aussi le sociologue Paul Lazarsfeld qui a permis d'avancer l'idée du rôle des leaders d'opinion dans la communication. Un des constats montrait comment des électeurs avaient changé d'idée sur l'influence des personnes de leur entourage et non pas à la suite de ce que diffusaient les médias au cours des élections. Fait qu'il a été déduit que les rapports personnels apparaissaient plus influents que les dits messages médiatiques. Selon Hogarth, la population ne percevrait pas le contenu comme reçu comme la vérité, concevrait une certaine distance, défiance, une ironie, une lecture partielle par rapport à lui. Il en résulterait des pratiques différenciées selon les valeurs et les croyances. Il y a aussi la théorie de l'effet de la troisième personne qui a été avancée en 1983 par W.P. Davidson. Les individus croient que les médias influencent seulement les autres, mais pas eux. Les personnes concéderaient un pouvoir d'influence des médias sur les comportements et les opinions d'autrui. Fait que dans ce temps-là, elle se sentirait pas visée. Et voilà commence la critique des médias et de la lutte. Comme le signale très bien M. Chomsky et McChesney, le scénario est toujours le même. D'abord une offensive idéologique destinée à fabriquer un monde chimérique, ensuite le lancement d'une campagne pour l'anéantir. Ce qui est tragique et absurde, c'est que la majorité de la population, qui croit toujours à l'existence d'une presse libre, considère le gouvernement comme le seul ennemi possible à cette liberté. Fait qu'on doit ramener la population à l'état de ce qui lui est propre, c'est-à-dire l'apathie, l'obéissance et la passivité. Il n'est pas étonnant que les géants des médias ont fait et font toujours la promotion énergique de cette conception de la liberté de la presse. Il y a aussi l'apport que représentent dans les débats sur la politique des communications. L'intervention de ceux qui n'appartiennent pas à l'élite donne la mesure du degré de démocratie qui règne dans une société. La culture des médias aux États-Unis, principalement, se situe entre ceux qui naviguent entre l'univers de l'élite et de son opinion. Ça, c'est-à-dire l'univers des conservateurs et des libéraux. Et ceux qui sont à l'extérieur, qui analysent le monde en termes de pouvoir de classe et qui, par définition, sont des radicaux. Les critiques conservateurs des médias soutiennent que ces libéraux radicaux sont actuellement au pouvoir, alors que les conservateurs financés par les grandes fortunes et le monde des affaires font partie de la couche sociale des opprimés. Comme l'écrivait James Madison, un gouvernement par le peuple où le peuple est privé de l'information ou des moyens de l'obtenir n'est rien d'autre que le prologue d'une farce ou d'une tragédie, peut-être même les deux. Cette vision si sombre de notre avenir devrait nous amener à réfléchir. Si nous acceptons que s'accentue la division entre les classes sociales, et l'encourageons, en glorifiant le profit et la cupidité, cette vision laisse présager de sérieux dommages affligeant l'esprit humain et à notre capacité de vivre ensemble dans des communautés viables. Moi, ce que j'ai à rajouter à la suite de ces lectures, c'est qu'il faudrait pas se laisser berner par l'information qu'on reçoit provenant des médias, puis qu'on devrait s'informer de plus en plus par nous-mêmes. Surtout nous informer par des sources indépendantes.
Merci d'avoir écouté cette vidéo. À la prochaine pour davantage d'informations sociologiques.